Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, on parle d'asiatiques, d'arabes, de noirs, de roms et même des blancs. Alors, le 19 septembre dernier est paru l'ouvrage collectif Décolonisons les arts aux éditions L'Arche. Et nous vous proposons aujourd'hui de parler ensemble de la notion de pensée décoloniale appliquée aux arts et à la culture. Donc, la colonisation, c'est en principe terminé depuis 1962 en France, date des accords d'Évian et de la fin de la guerre d'Algérie. Donc ça, c'est ce qui concerne la colonisation des terres. Mais qu'en est-il des esprits ? Est-ce qu'une loi peut effacer des siècles de pratiques et d'états de fait ? Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, on va s'intéresser plus particulièrement à la décolonisation de la culture, un domaine censé être par définition libre, créatif, héritier des lumières et des combats les plus ardus et progressistes. Et pourtant, ce n'est pas si simple. À l'initiative du collectif Décoloniser les arts, sous la direction de Léla Kuckerman, Gerty Dambury et Françoise Vergès, un livre écrit par Kader Attia, Marine Bachelot-Nguyen, Rebecca Chaillon, Myriam Dao, Eva Doumbia, Daya Durimel, Karima El Karaz, Amandine Gay, Mohamed Guelati, Dédé Kabal, Hassan Kassi Kouyaté, Jalil Leclerc, Olivier Marbeuf, Pascal Obolo et Sandra Sainte-Rose Fanchine. L'ouvrage Décolonisons les arts, paru aux éditions de l'Arche, porte presque le même nom que ce collectif et analyse avec 15 artistes la colonialité dans le monde des arts et de la culture en France et propose des pistes pour une décolonisation des formations, des institutions et des créations. Et pour nourrir cette réflexion, nous avons convié l'une des autrices autour de la table aujourd'hui, Marine Bachelot-Nguyen. Tu es dramaturge et metteuse en scène, fondatrice de la compagnie de théâtre Lumière d'août. Tu t'intéresses au croisement de questions féministes et postcoloniales. Tu as notamment écrit et mis en scène La Place du Chien, un sitcom canin et postcolonial. Et tu travailles actuellement au projet Circulation Capitale en résidence à l'Institut français de Ho Chi Minh Ville. Bonjour Marine. Bonjour Grace et bonjour Rokhaya. Alors, dans Kiffe ta race, on a un rituel. On demande à toutes les personnes qui font face à notre micro de se situer sur le plan racial pour que nous sachions d'où elles parlent. Donc, par exemple, au hasard, Grace est asiatique et moi, je suis noire. Et toi, Marine, comment tu te définis ? Est-ce que tu te définis et si oui, comment ? Alors, ça dépend des périodes et c'est plus compliqué. Moi, mon père est breton et ma mère est d'origine vietnamienne. Donc, du coup, il y a des moments où j'ai pu me situer comme métisse, même si c'est un mot qui me convient plus trop. Je dis jamais asiatique. Je dis, française, d'origine bretonne et vietnamienne. Voilà. Comment je me situe. Et est-ce que du coup, tu t'es toujours, comme tu dis, ça fluctue. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie que tu peux identifier où tu t'es sentie, par exemple, asiatique, enfin pas asiatique, mais franco-vietnamienne ou française d'origine vietnamienne et bretonne ? Est-ce que ça t'a plus paru est-ce qu'il y a un moment, un déclic où tu t'es sentie pas forcément complètement française ? Moi, en fait, j'ai grandi donc dans une famille mixte. Mon nom, jusqu'à peu de temps, c'était Marine Bachelot, donc j'avais pas de discrimination sur mon patronyme. J'étais la petite asiatique modèle qui avait des bonnes notes à l'école. J'ai été un peu exotisée dans la drague. Mais sinon, j'ai peu vécu de racisme systémique. Du coup, la perception de moi-même, en fait, les gens m'identifient soit comme eurasienne, turque, iranienne, espagnole. Donc, il y a plein de projections. Je peux dire aussi que des fois, j'ai une forme de, pas de white passing, mais si presque. Enfin, voilà. Ce qu'on appelle un white passing, c'est quand des personnes issues de groupes minoritaires peuvent passer pour blancs. Oui, ou en tout cas, pas être systématiquement renvoyées à cette origine asiatique. Et du coup, le fait que tu t'appelles aujourd'hui Marine Bachelot-Nguyen comme artiste, est-ce que ça veut dire que tu as rajouté cette partie de toi comme nom d'artiste, du coup Oui, je l'ai rajouté. C'était aussi après la disparition de ma mère. Et puis, c'était une façon de revendiquer cette identité asiatique vietnamienne aussi parce que, en tant qu'asiatique, on a souvent tendance à être invisible ou à s'auto-invisibiliser. Donc, pour moi, c'était important de le rajouter. Alors du coup, on va s'intéresser à la ligne de couleur dans le théâtre. Y a-t-il une ligne de couleur dans le théâtre ? Alors, il y a des exemples qui nous viennent en tête. Alors, fin 2014, des militants et des artistes avaient manifesté contre l'installation Exhibit B du Sud-Africain Brett Bailey, perpétuant l'imaginaire des zoos humains. Ensuite, en octobre 2015, il y a eu une annonce selon laquelle le comédien blanc Philippe Torreton allait jouer le rôle titre d'Othello au Théâtre de l'Odéon à Paris. Ça avait suscité une polémique aussi.
Et moi, j'ai un exemple de whitewashing dans la comédie musicale Le Roi et moi, mise en scène de Lee Blakely, où Lambert Wilson avait joué le rôle de l'empereur du Siam au Théâtre du Châtelet en 2014. Alors, oui, pardon. Oui, le whitewashing, juste pour préciser, c'est le fait d'utiliser des comédiens, des artistes blancs pour interpréter des rôles qui normalement sont des rôles attribués à des minorités. Et donc ces événements-là, on reparle d'Exhibit B, on n'a pas précisé que l'auteur de la mise en scène en fait était aussi un Sud-Africain mais blanc. C'est ce qui a nourri la polémique parce qu'il mettait en scène des corps noirs. Et ces événements ont nourri les forces qui ont constitué le collectif Décoloniser les arts dont tu es membre. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ça et quel écho ont eu tous ces événements auprès de toi ? Effectivement, Décoloniser les arts, c'est né suite à toutes ces polémiques. Il y a eu aussi le lancement du programme Premier Acte mené par l'Odéon, La Colline, qui propose des classes prépa pour des acteurs issus de la diversité. Moi, j'aime pas trop ce mot de issus de la diversité. On dirait que c'est un pays quand on dit ça. Issus de la diversité. Diversitaire, et toi ? Oui, la diversité, ça comprend aussi les blancs. Oui. Donc oui, sur des espèces de classes préparatoires spécifiques, comme disait Amandine Gay, pour les Bougnoul et les Arabes et les Noirs. Donc en fait, plein de questionnements et puis ces questions aussi de représentation, de qu'est-ce qui change dans les représentations, selon qui représente, de quels sont ceux qui ont toujours accès à pouvoir représenter, à pouvoir créer, à pouvoir dire, et ceux et celles qui ont beaucoup moins accès ou qui n'ont pas les moyens de le faire. Il y a eu aussi ce débat qui croisait les questions de sexisme et de racisme à Avignon, où Rokhaya, tu animais, qui avait créé aussi pas mal de débats dans la préparation. Donc, quelques mois plus tard, tout ça nous a conduit, plusieurs artistes professionnels de la culture, blancs, noirs, asiatiques, arabes, etc., à créer ce collectif Décoloniser les arts, donc qui vise à interroger la trop faible présence d'artistes racisés dans les milieux de la culture et aussi surtout à poser des questions de représentation. Comment sont représentés les Noirs, les Arabes, les Asiatiques et ainsi de suite sur les scènes de théâtre et surtout fondamentalement à poser la question des récits. Quels sont les récits qui sont racontés? Quels sont les récits dominants? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de récits qui prennent en charge de façon complexe les histoires de l'esclavage, de la colonisation, des diasporas, des immigrations? Tout ça pour contribuer à transformer un peu les imaginaires, tenter de décentrer, de déconstruire un peu l'universalisme occidental dans sa position de surplomb et illuminant le monde. Donc vraiment faire ce travail de déconstruction, de réflexion, d'apprentissage d'histoires qu'on ne connaît pas, de réalités et de cultures qui sont toujours minorisées, etc. Alors que votre collectif avait déjà été lancé, on avait en écho de l'autre côté de l'Atlantique la polémique autour de Oscar So White, notamment qui avait été menée par Jada Pinkett Smith, autour du fait que les nommés aux Oscars étaient très très peu le reflet de la société américaine dans sa diversité, dans sa pluralité. En mai 2016, Décoloniser les arts avait choisi de dénoncer la sélection monochrome du jury des Molières, la cérémonie donc qui récompense la scène française, en se rassemblant devant les Folies Bergères, donc où avait lieu la cérémonie, avec des pancartes qui interrogeaient le racisme par omission du jury. Et pendant ce temps, ce qui était intéressant, c'est que Alex Luce, qui était le maître de cérémonie de la soirée, avait décidé de créer sur scène un personnage qui s'appelait Touchi Toucha, qui était incarné par un homme noir très grand, très massif, qui n'avait absolument aucune parole, qui ne tenait qui ne tenait aucun propos, si ce n'est de toucher les personnes qui s'exprimaient sur scène pour les empêcher, pour mettre fin à leur discours, parce que effectivement dans les cérémonies, les discours ont tendance à être trop longs. Donc il y avait vraiment un écho avec ce personnage qui ne disait rien et qui incarnait une espèce d'intimidation par le silence, simplement par sa présence sans propos. Donc est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé autour des Molières cette année-là ?
En fait, on a voulu souligner le fait que parmi plus de 80 nominés, il y avait une seule artiste racisée en humour, c'était Sophia Aram, il me semble. Donc, ce qu'on a appelé un peu une sorte de racisme d'omission, alors que la société et le monde de la culture bougent sur ces questions-là. Cette institution dont on peut penser ce qu'on veut, mais voilà, qui a quand même une audience, les Molières, qui passent à la télé, etc., choisissait de dire les meilleurs artistes français aujourd'hui sont tous blancs, ou quasiment. Et effectivement, on s'est retrouvés devant le théâtre avec des panneaux à brandir un certain nombre de slogans, et on ne savait pas que, en plus de ce racisme d'omission qu'on soulignait, cette espèce d'entre-soi blanc, sur scène, il y avait une blague, encore une fois, du racisme de représentation avec ce personnage de Touchy Toucha, videur noir, monté sur roulette, muet, qui effectivement effrayait ou était censé effrayer et interrompre les artistes récompensés. Donc oui, il y a un vrai problème. Vous avez souligné aussi certaines choses tout à l'heure qui posent question, qui méritent débat. En fait, à Décoloniser les arts, on n'interdit à personne de représenter, de créer, de faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'important, c'est, je pense, de s'interroger sur ces questions-là. Là, récemment, à l'Opéra, un metteur en scène, je ne sais plus quel est le spectacle, a grimé en noir une actrice, une chanteuse, parce qu'il estimait qu'il fallait pour elle, cette servante devait être comme l'Olympia noire de Manet, pas l'Olympia, mais là, bon, bref. Et il y a des chanteuses d'opéra noires. Ça existe. Daya Durimel, dans le bouquin, le dit très bien. Donc, à un moment donné, oui, je pense qu'il y a des points aveugles. Les gens ne veulent pas déconstruire, se poser la question et faire de la place aussi à des gens qui existent, qui ont du talent et qui ont énormément de mal à trouver du travail et des rôles autres que stéréotypés. Justement, dans ta contribution au livre, à l'ouvrage Décolonisons des arts, tu écris, et je trouve ça très juste, désamorcer l'exotisme, déjouer les clichés ethniques sont d'autres principes que j'essaie d'éprouver dans mon travail d'autrice et de metteuse en scène, tout en ayant conscience que mon regard n'est pas exempt d'imaginaire colonial, que la décolonisation est un processus exigeant de désaliénation et de déconstruction intérieure autant qu'extérieure. Faire apparaître des personnages ou des corps racisés sur le papier ou la scène implique une prudence, une responsabilité où l'on n'est jamais à l'abri de tergiversations et des erreurs. Justement, cette responsabilité dont tu parles, voilà, on est en plein cœur de ça, c'est-à-dire que c'est un engagement important. Est-ce que toi, tu portes cette responsabilité dans ton travail et quel exemple à ne pas suivre en fait dans cette démarche? Effectivement, moi j'essaie de plus en plus, je prétends absolument pas échapper à l'imaginaire colonial parce qu'on est tous construits dedans, on a tous géré ça, mais j'essaie d'être vigilante quand je construis, comme mes personnages sont souvent des types sociaux, ils peuvent avoir une certaine part de stéréotypes, mais c'est comment on affine ces modèles-là pour faire qu'ils restent des humains avant tout, avant d'être un homme noir sans papier ou une femme musulmane voilée, etc. Comment on complexifie, comment on enrichit, comment effectivement on fait attention à tiens, il faudrait peut-être que là j'ai un personnage qui soit racisé mais qui soit pas forcément pauvre, sans papier, etc., etc., etc. D'inventer un peu des figures qui permettent aussi qui soient aussi des rôles à venir pour des interprètes racisés et qui soient moins assignants et stéréotypés. Donc, faut aimer ces personnages aussi. Je pense que c'est très, très, très important. Et puis, c'est des pratiques, effectivement, dans l'écriture, dans la distribution aussi. Comment on fait pour distribuer de façon intelligente. Alors, la couleur de peau n'est pas toujours dramaturgiquement neutre. En fait, ça peut l'être, ça dépend de quelle est l'œuvre concernée, puisqu'on peut très bien mettre une personne noire, arabe, dans le rôle principal de Hamlet ou dans, je sais pas, Andromaque.
il n'y a aucun souci, en fait, on s'en fiche. Évidemment, si on a une pièce qui parle de racisme, peut-être que c'est important un peu plus d'avoir un principe de réalisme et de respecter les couleurs et les trucs de domination, mais on peut aussi jouer avec. Donc en fait, c'est ça, c'est que contrairement au cinéma ou à l'audiovisuel, en fait, le théâtre a un espace de liberté où on peut éprouver énormément de choses par rapport à des fluidités de rôles genrés, de couleurs de peau. En fait, on peut essayer plein de choses et être un peu un laboratoire de cette société à venir où tout ça n'aura plus d'importance. Mais pour autant, donc en fait, il y a plein de choses à déconstruire. Moi, j'ai vu des amis, excellents acteurs, asiatiques, être distribués dans tous les rôles, les petits rôles de serviteurs. Alors que tous les blancs jouent d'autres rôles. Donc voilà, je trouve ça super gênant que le seul acteur racisé asiatique soit précisément dans les rôles de servant. Moi, je pourrais pas faire ça, quoi. Y a plein de trucs gênants, mais c'est compliqué aussi parce que, par exemple, on dit tiens, moi j'ai un rôle de méchant là. Est-ce que je le confie à un acteur noir? Qu'est-ce que ça vient, ou à un acteur arabe? Qu'est-ce que ça vient renforcer dans l'imaginaire? Et en même temps, on a des acteurs noirs et arabes qui disent mais moi j'adore jouer des rôles de méchants et donc c'est des questions qui sont pas simples, qui sont complexes, qui nécessitent des discussions, des déconstructions, de la prise en compte de l'imaginaire et de l'histoire coloniale, de l'histoire des représentations. Il faut le faire. Il faut dans La place du chien que je crois, Rokhaya, tu avais vu, il y a un acteur qui joue un chien. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait que ce soit un acteur blanc. Ce serait pas possible. On s'en fout à la limite, mais si j'avais mis, je sais pas, une actrice qui jouait un chien ou une chienne, ça aurait été super problématique et sexiste. Si ça avait été un arabe, un noir, un asiatique, ça aurait renvoyé à tout un imaginaire d'animalisation des corps racisés. Donc, en fait, c'est ça, c'est de réfléchir à ces pratiques de distribution, réfléchir aux personnages et aux figures qu'on invente. Sans que ça devienne, en fait, moi j'alerte aussi sur le côté un peu des fois police militante, police de la pensée qui fait qu'on peut plus rien faire et je pense que non, c'est pas ça, c'est se poser des questions, c'est se réfléchir, mais pas non plus être paralysé, être dans l'autocensure. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Marine, parce que ça veut dire que dans la création, on ne s'interdit pas forcément d'utiliser des stéréotypes, mais comme tu dis, il faut les épaissir, enfin les complexifier et les rendre plus humains. Et on ne s'interdit pas forcément... Et voir les couleurs, ce n'est pas forcément limitant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu dis, on dit c'est la censure, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Dans la fiction, justement, c'est le terrain de créativité où les gens pourraient s'autoriser plus de choses, mais on le fait en étant créatif et en étant responsable de cette création. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus quelque chose qui est exempt de tout ce qui est dans notre société, toutes les questions qu'on pose. Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de liberté absolue. Enfin, si, il y a une forme de grande liberté des artistes. Et moi, c'est pour ça que j'aime aussi être artiste, pouvoir aussi faire un peu ce que je veux et ce que je... Voilà. Mais effectivement, la part de responsabilité et de conscience de ce à quoi on va participer, soit en renforçant des clichés, soit en continuant à perpétuer... des inégalités et des représentations archaïques et éculées, soit justement en essayant de faire bouger les lignes. C'est important d'avoir conscience de tout ça. Alors, tu as évoqué ta pièce La place du chien, que tu nommes sitcom canin et post-colonial. Quelle différence tu fais, toi, entre post-colonialité et décolonialité? Est-ce que enfin, on va pas rentrer dans la théorie très très complexe, mais on voit, cette question-là de la décolonialité est très présente dans votre ouvrage, notamment dans le texte de Kader Attia qui propose justement de détoxifier d'une certaine manière le regard qu'on peut porter sur les arts et réhabiliter les productions artistiques précoloniales. Absolument. Voilà. Donc comment tu analyses ça?
Je pense qu'on est dans un monde post-colonial et où la colonialité et son héritage sont toujours à l'œuvre. Évidemment, un projet décolonial, c'est encore plus ambitieux. Ça nécessite de remettre en cause tous les savoirs appris, toutes les catégories. Par exemple, dans La place du chien, je parle beaucoup de ces systèmes de classification, de catégorisation, qui sont quand même, pour moi, une passion occidentale, hein, de mettre des papiers, des catégories partout, mais pour pouvoir, en fait, hiérarchiser les êtres humains. Alors qu'il y a d'autres systèmes sociétaux où c'est très différent, où par exemple il n'y a pas que 2 catégories de genre, mais beaucoup plus. Dans une autre pièce, Les ombres et les lèvres, je parle justement du Vietnam précolonial et de la fluidité de genre et des catégories vachement plus fluides, hommes, femmes et autres, qui existaient. C'est le cas dans des sociétés amérindiennes. Donc il y a effectivement, je pense, un travail d'aller regarder ce qui se raconte et ce qui se fait dans des cultures précoloniales, sans idéalisation et nostalgie d'un truc qu'on ne retrouvera jamais. Et puis, oui, je pense qu'il y a vraiment ce truc de se dire, tiens, si je perds mes repères, si je perds tout ce qu'on a appris, si j'essaie de réinventer des savoirs sur d'autres bases, qu'est-ce que ça donne? Ou si j'essaie de décentrer mon regard. En fait, c'est aussi la question des savoirs situés, hein, et standpoint theory qui permettent justement de remettre en cause des savoirs qui ont été globalement érigés par des hommes blancs, occidentaux, hétérosexuels, etc., etc. Et on voit bien que les savoirs qui émergent des féministes, des personnes racisées, des gens du Sud, etc., en fait, contribuent en fait, à bousculer, à rendre peut-être plus authentiquement universel ou davantage pluriversel les savoirs, les productions, les arts, etc., etc. Peut-être que, pour moi, une décolonisation passe par une déconstruction et peut-être par une espèce de mise à plat qui n'est pas une table rase, parce qu'on fait avec... Mais voilà, je pense que chacune le définira à sa manière. Mais moi, je continue d'essayer d'apprendre ce que c'est que décoloniser et me décoloniser. Et justement, dans ton nouveau projet Circulation Capitale, que tu fais en résidence à l'Institut français de Ho Chi Minh Ville, tu travailles avec des comédiens aux origines vietnamiennes. Donc je sais qu'il y a François-Xavier Phan qui fait partie de la troupe. Et du coup, et pour partie en langue vietnamienne, est-ce que du coup c'est pour toi un projet qui participe aussi à cette forme de décolonisation des savoirs et de l'histoire du Vietnam, puisqu'on l'a rarement entendu du point de vue des Vietnamiens, enfin en tout cas ici en France et aux États-Unis, je pense d'une manière générale, on l'a plus vu du côté du Vietnam, enfin de l'Américain qui faisait la guerre au Vietnam. Et que ce point de vue-là, du coup, de la personne qui a souffert de ces guerres et ensuite de tout ce qui s'en suivi, hein, c'est-à-dire que l'exil, etc., on l'entend rarement. Circulation Capitale, en fait, effectivement, c'est un projet où François-Xavier Phan, Marina Kelchevski et moi, on travaille vraiment à partir de nos mémoires familiales, donc liées à France, Vietnam et Russie. Mémoires familiales en lien avec les grandes idéologies, donc christianisme, colonialisme, communisme et capitalisme, qui ont traversé l'histoire du Vietnam et des Vietnamiens, et puis les nôtres de façon vraiment concentrée. Et oui, et c'est comment on raconte ces histoires, effectivement, ces histoires d'exil, d'arrachement, de fuite, puisque une des particularités quand même de la communauté vietnamienne, c'est qu'il y a des soucis de transmission, parce que beaucoup de gens ont fui leur pays en fuyant le communisme, en n'arrivant pas toujours à retourner là-bas, parce qu'étant considérés comme des fuyards, des traîtres, des Viet Kieu.
Et donc, en fait, c'est aussi de travailler sur cette ressaisie, ces silences. Il y a un très beau livre de Douane Bouille, qui est journaliste au Nouvel Obs, là, Le silence de mon père, qui raconte bien, en fait, comment on doit combler ces mémoires manquantes et leur complexité. Voilà, moi, j'ai un grand-père, par exemple, qui a travaillé comme interprète pour l'armée française et qui traduisait la propagande marxiste du Viet Minh en français, mais en même temps, à un moment donné, il a failli partir dans le maquis, combattre avec le Viet Minh et les communistes. Donc en fait, c'est ça, c'est des espèces de virages de l'histoire, des complexités dont on a... Et un grand-père qui n'a jamais voulu retourner dans son pays parce qu'il avait peur des communistes. Donc c'est des questions très complexes qu'on a besoin de raconter. Et la question de la langue, eh ben voilà, moi j'en suis assez coupée parce que ma mère parlait très bien vietnamien, mais on n'a pas vraiment été suffisamment poreux à ce qu'elle aurait pu nous transmettre, ce qui est dommage. Et je sais que le chemin pour aller vers cette langue, il me faudrait beaucoup de temps, mais je sais que du coup le fait que François-Xavier le parle davantage, parce que ses deux parents sont vietnamiens, donc ça nous permet des circulations, ça permet aussi de travailler dans la façon dont j'écris et dont on écrit, comment on mélange les langues, comment il y a aussi le vietnamien, le français, le russe qui viennent se mélanger, comment on creuse le français, je sais pas, avec une façon de penser vietnamienne si tant est qu'elle existe. Donc c'est... Et puis comment on embrasse aussi des choses plus larges. La question de la représentation sur les scènes, dans les arts dramatiques, c'est aussi la question des institutions et des personnes qui sont à la tête des institutions. Au 1er août 2016, il y avait 11 femmes, 8 directrices et 3 co-directrices et 30 hommes, 27 directeurs et 3 co-directeurs à la tête des centres dramatiques nationaux et régionaux, ce qui fait 25% de femmes. Et parmi ces dirigeants, il y en avait que 2 qui étaient non-blancs, donc la scène nationale L'Archipel de la Guadeloupe, qui avait été confiée à un Français d'origine béninoise qui s'appelle José Pilia, et le centre dramatique de l'Océan Indien, à Lolita Monga. Et depuis, quelques rares nominations sont intervenues, comme Feriel Bakouri, qui est directrice de la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, mais ça reste très très timide, et on imagine que ça a une incidence sur le contenu des représentations. Donc, est-ce qu'il y a une démarche dans Décoloniser les arts, justement, qui vise à essayer de réfléchir à qui est à la tête des institutions et qui opère les choix qui vont permettre, par exemple, à toi de monter une pièce ou à d'autres artistes de monter des pièces un peu partout en France et pas seulement dans les Outre-mer. Bien sûr. Ça fait partie effectivement des combats et des réflexions. Après, nous, je pense qu'on est vraiment plus sur les récits que sur ce lobbying institutionnel qui insisterait pour que... Puisque ça commence à avoir lieu, effectivement, tu parles de Feriel Bakouri, mais il va y avoir Jean-Pierre Barrault à Ivry, il y a Ouajdi Mouawad à la Colline, ça bouge petit à petit. Après, c'est pas la garantie que les choses changent. On a vu que c'est pas parce qu'il y a des femmes à la direction de théâtre que forcément les programmations deviennent paritaires. Ça, c'est là aussi, même si on peut penser qu'étant racisé, qu'étant femme, on a une plus grande sensibilité à ces questions-là, mais c'est pas automatique. Et puis, mais oui, je pense que c'est très important quand même. Nous, on se base souvent sur cette enquête de l'INED qui estime que 30% de la population française n'est pas blanche. Et encore une fois, comme en France, les statistiques ethniques ne sont pas autorisées. En fait, c'est vraiment sur l'auto-perception des gens sur leurs propres origines. Donc 30% des Français disent et se perçoivent comme non exclusivement blancs. Donc on pourrait aspirer à juste titre en termes de représentation démocratique qui est à peu près 30% de responsables culturels qui ne soient pas exclusivement blancs, de même que 30% d'artistes dans les programmations, etc. On est aussi attentif à qui décide et qui distribue l'argent. Dans les jurys, dans les comités d'experts d'ARAC, là aussi, c'est quasiment du 100% blanc. Donc, je pense que de la même façon que des combats et même des feuilles de route ministérielles ont émergé par rapport à la question de la parité, l'égalité femmes-hommes, il va falloir que des choses se mettent en place.
place, même si on sait que les enjeux raciaux sont plus délicats en France. Et puis, il faut inventer des outils statistiques, ce qu'a fait le CSA, ce que font des départements de comptage statistique. Il faut inventer des outils pour agir là-dessus. Mais encore une fois, moi je dis souvent attention à l'effet un peu vitrine, cosmétique, Benetton de la diversité. C'est pas en mettant ici un noir, là un asiatique, là une arabe que ça va fondamentalement changer si effectivement on n'est pas dans une décolonisation profonde des imaginaires, des réflexes, des pratiques, des institutions, en s'interrogeant un petit peu davantage et pas en se disant ça va changer parce qu'on va mettre... Ce qu'il faut changer, c'est les dynamiques de pouvoir, quoi. Si en fait le pouvoir reste celui de saupoudrer là, en banlieue, dans les Outre-mer, quelques visages, ça ne suffira pas pour transformer la réalité de la création. Dis dans ta contribution à l'ouvrage, il faut se méfier des essentialisations et des assignations, tout comme du mythe de la revitalisation et la renaissance de l'art ou du théâtre français par la présence d'interprètes racisés, ce qui serait entretenir un autre fantasme colonial. Et moi, je trouve ça très bien dit, parce que encore faut-il qu'il ait un rôle. C'est-à-dire que... un rôle, déjà, c'est quelque chose, mais que ce rôle-là soit significatif par rapport au récit qui est en train de se jouer. Ça aussi, c'est un autre combat de décoloniser les arts et du coup, cette décolonisation des imaginaires. Et j'aimerais qu'on écoute un extrait d'une interview qu'a donnée Françoise Vergès, qui est donc la présidente de l'association Décoloniser les arts, avec la participation de Pascale Obolo, artiste plasticienne. C'est des disciplines où on peut se retrouver tous ensemble malgré nos différences. Parce que ce qui se joue là, c'est l'émotion. Et l'émotion n'a pas de couleur. L'émotion n'a pas de religion. L'art et la culture en France a été contaminés par les siècles de colonialisme, esclavage et post-esclavagiste. Quand on dit l'art africain, comme s'il était d'une part le même entre le 11e et le 20e siècle, le même du nord au sud, de l'est à l'ouest, etc., on réduit un continent incroyablement où il y a des milliers de langues qui sont parlées et des milliers de cultures à un seul endroit où il y aurait une seule chose. C'est pareil pour l'Asie, d'ailleurs. L'énorme travail de la décolonisation, ça signifie rendre l'Europe vraiment une partie du monde et pas le centre du monde, si vous voulez. Pas simplement se dire, tiens, si on inclut quelques récits de Guadeloupe, ça va aller, ou quelques récits du Congo. Non. Et ça ne veut pas dire que ce que l'Europe a fait ne compte pas. Ça veut dire que c'est une chose parmi d'autres. Alors, c'était une interview qui avait été réalisée pour Loopsider. Il y a plein d'interrogations, en fait, qu'on peut déduire de tout ce qui est dit. C'est que d'une part, effectivement, il est important de donner la possibilité aux artistes d'exprimer ce qui est relatif à leur héritage et en même temps leur permettre d'ancrer leur expérience en France. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes non blancs qui sont originaires d'autres pays, mais ils ont une expérience éminemment française qui n'est pas très, très bien représentée. Par ailleurs, ce que tu disais sur le fait qu'il ne suffit pas mécaniquement de mettre en avant des personnes non blanches pour que les choses changent, je pense que la dynamique sociale est aussi importante. C'est-à-dire que si on a uniquement des personnes non blanches qui sont issues de milieux privilégiés, ça ne va pas transformer fondamentalement la nature des récits, puisque ce sera toujours la promotion des récits dominants. Donc cette question de l'expérience sociale des personnes qui sont issues de quartiers populaires, qui sont issues de milieux socio-économiques défavorisés et qui ont pu accéder à la culture, cette question-là de la représentation de leur art et de leur capacité à décider, c'est aussi quelque chose que j'imagine vous interroger dans Décoloniser les arts. Oui, absolument. Absolument, en fait, la question de la classe que tu poses, c'est vraiment un gros problème dans le milieu des arts et de la culture, parce que globalement, il y a une espèce de reproduction sociale. C'est pour ça que sur les écoles d'acteurs et d'actrices, des initiatives comme celle de l'école de Saint-Étienne, qui elle fait des classes prépa aussi pour les écoles d'acteurs, mais sur critères sociaux, et non pas sur critères ethniques. Ce serait pas possible de toute façon. Non, ce qui n'est pas possible, en fait, ils le font, les autres écoles le font en disant, si vous êtes victime de discrimination, si vous avez été victime de discrimination, vous pouvez candidater à ces classes prépa. Mais bon, je trouve que le principe de critères sociaux est intéressant. Et aussi, je pense que
là aussi, par la reproduction sociale, il y a une reproduction des esthétiques dominantes. Moi, je suis hallucinée des fois de voir, je me dis, mais ces metteuses en scène, ils ont grandi dans des salons où il y avait de la vidéo, du super mobilier, parce que quand tu vois leur mise en scène, c'est super lisse, c'est super léché, super tech, machin truc. Et je pense que quand on a grandi, je sais pas, dans un quartier populaire ou dans des cultures croisées, je pense qu'on a aussi un autre rapport à l'esthétique, à des apports culturels, à des connaissances de rituels, de culture, de récits, et que ça peut vraiment enrichir les esthétiques, les façons de raconter, les dramaturgies, ce qui se voit sur les plateaux. Alors en plus, le truc, c'est que quand on vient de milieux modestes, ou quand on est une femme, ou quand on n'est pas blanc, et mathématiquement, on a moins d'argent pour créer, donc on fait des spectacles moins beaux, moins léchés, moins dans l'air du temps. Mais je trouve souvent plus intéressant dans ce qu'ils racontent, plus créateur, dans des façons de raconter et des esthétiques hybrides. Et là, il y a vraiment une richesse des possibilités de renouveau qui sont extrêmement intéressantes. Il y a aussi des trucs complètement nuls, mais c'est pas lié à la couleur de peau. Ça, on a du talent, on n'en a pas. Le théâtre, ça représente vraiment l'élite. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, je me suis pas autorisée à aller au théâtre. Le théâtre, c'était seulement la sortie scolaire avec la prof de français qui nous faisait lire un truc et qu'il fallait aller le voir, et que on se disait vraiment, je trouve que ça représente quelque chose de très élitiste, donc et puis peut-être très parisien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en France dans les d'autres régions, mais la sortie, c'est comme Broadway. C'est pas comme Broadway, ou Broadway c'est quelque chose de plus populaire, voilà. Ou même à Londres, ce côté West End, on va au théâtre ou une comédie musicale. Je trouve que nous, on a beaucoup à faire pour déconstruire tout ça, en fait. Absolument. Et puis effectivement, ça souffre aussi de cette représentation qui nous vient de notre scolarité, qui vient d'un certain élitisme parfois entretenu par le milieu lui-même. Alors que, financièrement, une place de théâtre, c'est pas beaucoup plus cher que des fois une place... moins cher qu'une place de concert aujourd'hui. Oui, complètement. Ou même qu'une place de cinéma, avec des tarifs, etc. Et effectivement, on a quand même des gens en face de nous qui nous racontent des histoires. Donc évidemment, il ne faut pas se planter. Et puis, on a tous souffert devant des Molières ou des Racine où on se faisait profondément chier à l'école. Mais il y a des histoires d'aujourd'hui qui se racontent. Et effectivement, il y a de plus en plus aussi d'artistes qui interviennent dans les écoles, dans les collèges et lycées. Donc je pense que c'est important de maintenir ce lien-là. Et il y a vraiment des choses chouettes, intéressantes. Ça aussi, il y a des comme une espèce de frontière esthétique entre le stand-up ou le comique et puis le théâtre avec un grand A. Et je pense qu'il faut mixer, il faut un peu décloisonner tout ça, pour changer un peu le paysage. Décloisonner, c'est un très très bon mot, j'en perds mon latin pour terminer l'émission, donc on arrive à la fin de ce Kif Taras dédié à décoloniser les arts. Merci Marine Bachelot-Nguyen pour ta présence, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc l'ouvrage Décolonisons les arts est disponible aux éditions L'Arche. Vous pouvez vous le procurer pour accélérer collectivement cette déconstruction qui est plus que nécessaire de nos imaginaires. Et je voudrais dire aussi que la Place du Chien, sitcom canin et postcolonial, fait actuellement une tournée dans toute la France. Donc vous serez le 23 et 24 novembre à Nantes, en décembre à Rennes et d'autres dates en 2019. Toutes les infos sont sur le site lumièredoute.net. Si vous pensez que le théâtre a besoin d'être décolonisé, si vous pensez au contraire qu'on a dit n'importe quoi et que c'est très bien comme c'est, n'hésitez pas à réagir, à nous écrire à kiftaras@binge.audio et sur vos réseaux, en nous suivant sur le compte Twitter de Kif Taras, donc c'est @kiftaras. On est aussi sur Facebook, ou sinon tout simplement avec le hashtag Kif Taras, sachant que vous pouvez nous contacter individuellement, Grasly Rokhaya Diallo. Donc on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kif Taras. Merci Grace. Merci Rokhaya, merci Marine. Merci Marine.